Bonjour à tous. Donc, très rapidement, je me présente, Patrick Girard, vétérinaire, ichtyologue, cofondateur en 2005 de l'association Santé Poissons Sauvages, et depuis 2005, j'en suis le secrétaire, accompagné par mon président, Armand, qui prendra la parole juste après moi. Alors, position du problème par rapport à une problématique qui s'appelle l'UDN, l'ulcérative dermal nécrosis. Donc des mortalités de futurs géniteurs, parce que c'est souvent au printemps, au mois d'avril-mai, que se déclarent ces mortalités. Donc les géniteurs saumon-atlantiques sont observés de façon récurrente lors de leur migration anadrome dans différents fleuves côtiers bretons. Alors il n'y a pas que des fleuves côtiers bretons, il y a eu d'autres observations dans d'autres régions de France et d'ailleurs, mais là on va parler uniquement de la Bretagne. Ce problème existe depuis de très nombreuses décennies. La maladie que l'on observe, on va vous décrire rapidement, est décrite donc sous le nom de ulcérative nécrosis, ou UDN en abrégé. Là où les causes qui sont responsables de ces épisodes morbides, de ces mortalités, sont à ce jour totalement inconnues, bien que de nombreuses hypothèses aient été émises. Le dernier épisode sérieux en date, très sérieux même, date de l'an dernier, sur le Trieux, où plus de 35 saumons atlantiques ont été observés malades ou morts, c'est-à-dire un nombre supérieur au TAC, au taux de capture autorisé. D'où l'inquiétude des pêcheurs amateurs qui se sont retournés vers différents organismes et autres pour essayer de comprendre un peu le phénomène. À la suite de ça, Bretagne Grand Migrateur, que je tiens également à remercier par la même occasion maintenant, nous a sollicité, nous, donc Association Santé Poissons Sauvages, pour essayer de comprendre ce phénomène, pour essayer d'élaborer un protocole d'études visant à déterminer là où les causes potentielles de ces mortalités, ainsi que les facteurs qui sont susceptibles de les provoquer ou de les favoriser. Dans ce protocole, nous avons listé un certain nombre d'actions principales. Ça a commencé par une recherche documentaire et historique auprès de différents organismes, alors auprès de BGM bien sûr, auprès de la Fédération de pêche des Côtes-d'Armor, puisque c'était le Trieux qui était impacté en priorité, auprès de Eaux et Rivières et auprès également de l'Office français de la biodiversité. Dans ce protocole, nous avons repris une idée qui avait été mise préalablement par la PPMA du Trieux et par la Fédération de pêche des Côtes-d'Armor, à savoir la mise en place d'une veille sanitaire qui consiste à faire des observations de terrain et à saisir toutes les données que l'on pouvait récolter. Toujours dans ce protocole, on a identifié un certain nombre d'actions en termes sur des poissons malades, moribonds, voire morts depuis peu, donc type prélèvement de poissons, d'échantillons donc, comment les conserver et comment expédier ces échantillons, que ce soit des poissons ou éventuellement des organes, le cas échéant. Ensuite, on a listé un certain nombre d'analyses de laboratoire, j'y reviendrai par la suite, pour essayer de comprendre, d'expliquer, de rechercher les agents potentiels responsables de ces mortalités. Et puis, une interprétation, une discussion qui sera réalisée, effectuée à la fin de cette étude. Alors, qu'est-ce qu'on sait de cette maladie, l'UDN ? Elle est ubiquiste. Elle a été observée dans différents pays, au Portugal, en Suède, en France, en Grande-Bretagne notamment aussi, au Pays de Galles en particulier. Elle est connue, les premières observations, depuis 1877. Les premières observations ont été réalisées donc en Grande-Bretagne. Des publications scientifiques existent depuis plus de 50 ans. Par exemple, de Quinquelin et al. En 71, Stevenson en 73, Roberts aussi pour la Grande-Bretagne. Cette maladie affecte exclusivement les salmonidés matures ou en voie de maturation, avec deux espèces phares, cibles, qui sont le saumon atlantique et la truite fario, et accessoirement la truite arc-en-ciel et l'ombre commun. Et préférentiellement, principalement, des individus, des poissons qui sont soit en mauvaise condition physique, en misère physiologique, soit en état de stress. Il s'agit a priori d'une maladie d'eau froide, bien que, alors donc je vous ai mis une fourchette de température, 6-10 degrés, bien que des observations aient pu être faites au-delà de 10 degrés. C'est une maladie qui semble se manifester et apparaître uniquement en eau douce, c'est-à-dire après le passage de l'estuaire.
À ce jour, aucun agent infectieux, notamment virus ou bactéries ou parasitaire, n'a pu être identifié et mis en évidence en première intention. Vous allez voir de suite après pourquoi j'ai bien précisé en première intention, bien qu'il y ait eu pas mal d'analyses de fait jusqu'à ce jour. Et cette maladie n'a jamais été observée en pisciculture sur les espèces sensibles, notamment la truite fario qui vient d'être citée. Alors, pourquoi en première intention? Parce que le diagnostic de l'UDN, ça repose sur l'observation fugace, souvent très rapide, de lésions cutanées ulcératives et nécrotiques qui affectent principalement, pour ne pas dire exclusivement, tout à fait au début, des zones sans écailles, à savoir la tête, les opercules et les nageoires, qui sont donc plus ou moins symétriques. Et ensuite, sur ces lésions initiales, apparaissent ensuite donc des surinfections mycosiques dues à un germe qui est généralement du genre Saprolegna. Parallèlement à ces lésions ulcératives et nécrotiques, il y a également des troubles du comportement des poissons, donc des troubles de la locomotion, des troubles nerveux, qui se caractérisent par des locomotions, une locomotion un peu erratique, des nages frénétiques, des sauts, de l'immobilité. Pour illustrer, voici quelques lésions, quelques têtes de saumon, puisque c'est essentiellement sur la tête qu'apparaissent les premiers signes cliniques, les premières lésions, donc des ulcères. Vous aurez une deuxième photo ici et une troisième photo ici. Puis apparaît juste après une surinfection mycosique. Donc ces lésions sont rapidement infectées par un champignon qui appartient à la classe des Saprolegna. Cette surinfection mycosique va s'étendre progressivement à l'ensemble du corps, de façon plus ou moins importante. Alors voici, tout à fait au début, sur la tête de saumon, on voit que ces lésions ulcératives sont déjà colonisées par ce champignon, et très rapidement, on voit que l'infestation mycosique atteint l'ensemble de la surface du corps. C'est un saumon qui a été pêché sur le Leffe au mois de décembre de l'an dernier. Alors évidemment, on se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a un seul agent causal ou est-ce qu'il y a des causes plurifactorielles qui associent, qui potentialisent les effets délétères de plusieurs facteurs biologiques, physico-chimiques ou toxiques? Ça, c'est une question. Pourquoi l'UDN, cette maladie qui est bien caractéristique, donc justement, affecte essentiellement les géniteurs de saumon atlantique, surtout dans les bassins versants bretons, plus éventuellement un petit peu en Grande-Bretagne, mais par contre, de l'UDN, on n'en a jamais vu en Normandie. Du moins, il n'y a eu aucune constatation ou un retour d'expérience dans ce niveau-là. Dans quelles conditions, dans quel état de santé se trouvent les saumons lorsqu'ils effectuent leur migration à la Drôme, donc quand ils pénètrent dans les estuaires? Mais en fait, la question principale qui nous intéresse, qui nous préoccupe, notamment avec Armand, concerne la pathogénie, c'est-à-dire la façon dont se mettent en place ces lésions cutanées initiales, donc ces ulcères, ces nécroses, et quels sont les facteurs qui vont les provoquer. Alors là-dessus, on a fait une recherche bibliographique assez exhaustive, avec des enquêtes de terrain bien entendu, et donc on a essayé de lister toutes les causes potentielles, l'étiologie donc de ces fameuses lésions UDN-like qui ressemblent donc à l'UDN. Alors pour l'instant, dans ce premier cas, on n'a pas pris en compte toutes ces causes qui apparaissent en rouge, qui sont susceptibles de provoquer ce type de lésion, mais on a considéré que la probabilité qu'elle soit responsable de l'UDN chez les saumons bretons était faible ou nulle. Alors c'est par exemple le cas du pouls du saumon, bien connu, qui peut se retrouver en eau douce pendant quelques jours lorsque les poissons sont infestés, le Leptopterus salmonis. Des méduses peuvent provoquer ce type de lésion, mais ça se trouve uniquement, ou essentiellement sur des saumons d'élevage en Norvège. Des prédateurs peuvent provoquer ce type de lésion, quels qu'ils soient, notamment des oiseaux. Certaines maladies, pathologies nutritionnelles, notamment des carences vitaminiques, bon, apparemment, ça n'a pas l'air d'être le cas. La présence dans le milieu de médicaments immunodépresseurs ou photosensibilisants, comme par exemple les corticoïdes, les corticostérones, des traumatismes et même des maladies auto-immunes. Toutes ces causes-là, toutes ces hypothèses-là, on les a éliminées. Par contre, une publication de Noga a révélé qu'en fait, un simple stress, quelle qu'en soit la cause, quelle qu'en soit la raison, peut induire des ulcérations cutanées, des ulcérations de la peau. Ça a été donc publié concernant une espèce bien particulière qui est le baraillé, le Morona saatilis. Et puis, suite à ce stress,
Et chez le poisson, quel que soit l'effet stress, il y a en conséquence une immunodépression qui ouvre la porte à des surinfections potentielles, qu'elles soient bactériennes ou mycosiques. Est-ce que c'est une piste plausible? Question là aussi, qu'on se pose, et on va essayer d'y répondre. Et puis sinon, toujours à travers la bibliographie et les causes potentielles responsables de ces fameuses lésions, on a pris un certain nombre d'agents biologiques, d'organismes pathogènes, comme des virus, des bactéries, des parasites, et même des agents non biologiques, comme certains paramètres physico-chimiques susceptibles d'être inducteurs de ces lésions-là. Et vous allez voir donc dans la diapositive suivante, les types d'analyses que l'on a demandé, que l'on a intégrés dans le protocole d'étude, avec les laboratoires de référence qui vont donc procéder à ces analyses-là, sur des saumons préalablement malades, bien sûr, si possible vivants, moribonds, c'est l'idéal, ou morts de frais, puisque au-delà d'un certain temps, plus ou moins rapide en fonction de la température, etc., il y a un certain nombre d'analyses auxquelles malheureusement on ne peut plus procéder. Alors, cette diapo représente dans la colonne centrale, la colonne analyse, les différentes analyses donc, auxquelles on espère pouvoir procéder. Donc, il y a des analyses histologiques. C'est le labo CA de Ploufragan qui est chargé de ces analyses-là. Ça va concerner comme cible, comme cause, l'action des ultraviolets A ou B qui peuvent être responsables, notamment par les coups de soleil, de ces lésions cutanées, superficielles. Un champignon qui s'appelle Aphanomyces amandans, mais qu'on ne va pas retrouver en France probablement, mais pourquoi pas. Des microparasites, microsporidies intracellulaires qu'on a trouvés sur les saumons de la Brelle qui peuvent aussi induire ce genre de lésions. Et puis un virus, réovirus. Sinon, il y a des analyses virologiques par le laboratoire de Brest, de Blouzané, avec différentes maladies, dont certaines réglementées, comme la SHV ou la NHI, pardon. De la bactériologie pour la recherche d'un certain nombre de bactéries, notamment des vibrios que l'on va trouver en milieu saumâtre ou des flavobactéries qu'on va trouver en milieu d'eau douce. Puis en toxicologie, un certain nombre de polluants qui peuvent être aussi responsables de ces lésions dermiques. Donc les hydrocarbures aromatiques polycycliques, l'ammoniac, des métaux lourds, notamment le beryllium, notamment le chrome, éventuellement le cadmium, éventuellement le cobalt. Des facteurs physico-chimiques, modification du pH, modification de la salinité, présence éventuelle de matière en suspension, et puis l'hématocrite qui va être aussi investigué pour la recherche notamment d'un virus et dosage du cortisol pour essayer d'avoir savoir si les poissons sont vraiment très stressés, bien que les dosages soient très difficiles à effectuer avec une très grande variabilité. Donc, très rapidement, l'UDN, est-ce que c'est un mythe, c'est-à-dire une simple surinfection mycosique, ou est-ce que c'est une réalité avec un syndrome plus complexe? Alors en fait, après discussion, on s'est dit que l'UDN est peut-être une fausse dénomination, il faudrait peut-être plutôt l'appeler UEN, parce qu'en fait, ces fameuses lésions, elles n'attaquent pas le derme, elles attaquent plutôt l'épiderme, donc la partie superficielle du tégument. C'est une nébuleuse connue depuis un siècle et demi. Les conséquences restent malgré tout limitées, parce qu'en fait, les taux de mortalité, même si sur le trio l'an dernier, c'était quand même conséquent, globalement, ce n'est pas si important que ça au regard de l'ensemble de la population de saumon sur l'ensemble des côtiers bretons. Il y a ce problème de périodicité aussi, c'est plutôt sur des saumons donc, de printemps qu'on va le trouver, bien que sur des saumons d'automne, on en trouve aussi de ces mortalités. Toutes les recherches, donc, les enquêtes auxquelles on a pu procéder, pour l'instant, on n'a eu aucune réponse. Les hypothèses restent nombreuses. Quelle est aussi, autre question, quel est l'effet du stress et de ses effets sur les plans lésionnels et sur les plans nerveux et sur l'immunité des poissons? Toutes ces questions-là, on espère à terme pouvoir expliquer et comprendre grâce au screening que vous venez de voir, donc avec les différents laboratoires, les différentes analyses auxquelles les poissons qui seront récupérés vont pouvoir être envoyés. Grâce à une technique nouvelle aussi pour la recherche, notamment des virus par la PCR, mais pas que les virus. À l'époque, c'était des analyses qui demandaient 8 à 10, voire plus, 12 jours même, avant d'avoir un résultat. Là, on a un résultat rapide, précis, moins cher en plus. Ça, c'est la première phase, c'est en cours. Il y a déjà un saumon qui est parti à Quimper, au labo CA de Quimper. On a eu les résultats des analyses virologiques qui ont été réalisés par le laboratoire de l'ANSES à Brest après être passé par Quimper. Les résultats sur ce saumon-là sont négatifs. Aucun virus n'a été identifié.
Par aussi, deuxième phase, si on n'a strictement aucun résultat positif à la suite de l'ensemble de ces investigations-là, par l'étude peut-être du microbiote benthique et l'analyse du rôle des micro-organismes aquatiques sur la qualité de l'eau en milieu estérien et continental. À voir, c'est une hypothèse à creuser, dont Armand se chargera éventuellement. Et puis pour l'instant, on est là et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Patrick Girard.